Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir. À la veille du débat d'entre-deux tours et à 5 jours du scrutin, quelles sont les stratégies des deux candidats? Chacun se dit impatient de participer au duel demain. Emmanuel Macron, Marine Le Pen pour un face-à-face très attendu. Quelles sont aussi leurs forces et leurs faiblesses? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Et plus largement, quel report de voix dimanche? Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon sont très convoités, mais beaucoup d'entre eux iront voter par défaut selon les enquêtes sur les motivations du vote. Sur ce sujet, le match des idées opposera les journalistes Yves Derey et François Dorcival. Enfin, l'entretien, mon invité va nous emmener dans un lieu très particulier. C'est le titre de son livre, La Chambre des Innocents, dans les secrets des erreurs judiciaires. Mathieu Delahousse, journaliste, spécialiste des questions de justice, nous propose une plongée dans les injustices de la justice. C'est à la fois passionnant et inquiétant. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Les militants de la France Insoumise n'accordent pas leur soutien à Emmanuel Macron. Seuls 35% d'entre eux voteront pour le candidat d'En Marche, 36% ont décidé de voter blanc, 29% comptent s'abstenir. La consultation a été lancée au lendemain du premier tour. 243 000 insoumis se sont prononcés, soit plus de la moitié des inscrits de la plateforme Internet du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. À droite. François Baroin a été désigné chef de file pour la campagne des législatives du mois de juin. Décision du bureau politique des Républicains. Objectif, obtenir la majorité à l'Assemblée nationale pour parvenir à un gouvernement de cohabitation. Dans 6 semaines, les Français vont choisir l'orientation gouvernementale pour les 5 années à venir. Donc nous sommes en ordre de marche et nous serons en situation dès la semaine prochaine de présenter un projet qui sera adapté à la réalité du message adressé par les Français au score du premier tour des présidentielles. Nous présenterons une équipe très large, rassemblant toutes les sensibilités, puis une méthode de travail, un calendrier d'action. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de tout ça. Chez les Républicains. François Fillon porte plainte contre le Canard enchaîné après l'affaire Pénélope. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Un journaliste et un rédacteur en chef seront entendus par la police selon le compte Twitter de l'hebdomadaire satirique. L'ancien candidat faisait aujourd'hui ses adieux à la vie politique. 9 jours après son élimination, les Républicains tentent de se rassembler alors que les divergences subsistent sur la marche à suivre pour le second tour. C'est important qu'à cette heure tout à fait décisive pour la France, notre mouvement soit capable de prendre une décision claire. Je propose que nous soutenions très clairement Emmanuel Macron. Front National. Est-ce que vous considérez que la France est coupable à leur égard, a commis quelque chose de fautif à leur égard? Les rapatriés, les harkis? C'est une évidence. Elle les a abandonnés, elle les a trahis après leur avoir dit que la France resterait là-bas. Mais je veux dire, là encore, il faut faire la part des choses. Nous sommes en 2017. Il faut respecter cette mémoire. Il faut solder, notamment l'affaire des harkis qui est la plus importante. Ce sont des anciens combattants français, qu'on a mis à l'écart à l'époque parce que précisément ils étaient musulmans. Et c'est pas le Front National qui l'a fait ça. Manuel Valls. Emmanuel Macron ouvre la voie à Manuel Valls pour être candidat aux législatives à une condition, qu'il quitte le Parti socialiste. À Évry, Manuel Valls sera candidat. Est-ce qu'il y aura face à lui un candidat majorité présidentielle? Mais la question lui sera d'abord posée de savoir s'il est prêt à s'inscrire dans cette majorité présidentielle et à porter les couleurs de celle-ci. Quitter le PS, Manuel Valls y semble prêt. Donc le Parti socialiste il devra bien sûr se dépasser, changer. C'est la fin d'une histoire. Ça veut dire que c'est la fin du PS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, mais je l'ai dit, et parce que nous ne l'avons pas fait, parce que nous n'avons pas été capables de changer notre nom, de nous dépasser, de changer notre nature. Qu'avons-nous à faire ensemble? Plus rien. Terrorisme. Plusieurs interpellations ont eu lieu ce matin. 5 personnes ont été arrêtées à Villeneuve-d'Ascq, Roanne et Rouen.
L'opération antiterroriste a permis la saisie de pistolets 9 mm et d'armes automatiques. Les suspects, âgés de 18 à 22 ans, n'étaient pas connus des services de police. C'est une enquête préliminaire du parquet de Paris, ouverte le 8 mars, qui a permis ces arrestations. À la veille du débat d'entre-deux tours, le ton se fait toujours plus dur entre les deux candidats et les attaques sont frontales. Alors on va en parler ce soir en posant aussi deux questions. Pour Emmanuel Macron, quelle majorité et quel gouvernement en cas de victoire? Le candidat tente de clarifier les choses. Pardon. Et pour Marine Le Pen, comment attirer les électeurs de François Fillon? La question de l'euro est au centre de toutes les attentions. Alors sur ces aspects, le débat avec nos invités ce soir. Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste spécialisée dans les questions politiques et économiques à l'Opinion qui fête ses 4 ans. Voilà, bon anniversaire à votre journal. Jean-Michel Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, producteur, auteur de nombreux ouvrages et documentaires, dont le dernier en date qui s'intitule François Hollande, le mal-aimé. Franck Tapiro nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Publicitaire, fondateur de l'agence Hémisphère Droit. Et avec nous également Jean-Marie Godard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste, vous collaborez notamment à Society et vous êtes co-auteur avec Antoine Dreyfus de ce livre « La France qui gronde, région par région, ce que pensent vraiment vos voisins ». Très intéressant, on va plonger avec vous justement dans cette France-là. Alors, c'est un débat très attendu et un corps à corps, comme l'a dit Emmanuel Macron, Franck Tapiro, qui se prépare demain pour le grand débat, duel face à Marine Le Pen. Dans les deux camps, on dit que l'heure est à la clarification. Est-ce que ce sera le cas? Il y aura clarification parce que chacun va pousser l'autre dans ses retranchements. C'est le soir du débat. C'est le soir du débat qui, depuis de nombreuses années, en fait énormément d'audience. Pourquoi? Parce que les gens attendent ce débat, ce combat, cette joute. Alors après, chacun mettra le qualificatif qu'il veut. Mais les Français attendent ce débat un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne connaissent pas très bien ces deux candidats. Ils ne les a jamais vus, en plus, se confronter d'un point de vue politique. Les autres années, que ce soit Sarkozy, que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand il y a longtemps, ou François Hollande, ils étaient plus ou moins connus. Mais encore une fois, on a un Emmanuel Macron qui sort, qu'on a appelé il y a quelques temps, je me rappelle il y a quelques mois, on le disait encore, étoile filante, bulle de savon qui allait exploser en cours de route, qui se retrouve en tête du premier tour. Et on se retrouve avec une Marine Le Pen qui, elle aussi, est nouvelle. Parce qu'elle a, soi-disant, changé. C'est tout le boulot qui a été le sien pendant 2 ans, de faire oublier Le Pen, elle s'appelle Marine, de faire oublier le Front National, avec cette rose bleue qui au final était étonnante parce que c'est pour moi le logo de l'UMPS. Une rose c'est quand même le logo du Parti Socialiste, le bleu c'est la couleur plutôt républicaine. Et donc en fait cet amas de symboles fait qu'au final ça a marché et elle se retrouve dans un second tour. Et moi ce qui me sidère, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que si elle arrive d'un point de vue normal, elle arrive à avoir un statut de normalité. Pourquoi? Parce qu'en fait le danger du premier tour, c'était pas elle, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant que le danger de cette élection a disparu, finalement, les gens se disent « Ouf, on a évité Mélenchon, on a Macron-Le Pen ». Donc on a demain un candidat tout neuf, Macron, et un candidat qui essaie de s'acheter, on va dire, une forme de nouvelle nouveauté dans son alternative, Marine Le Pen. Évidemment, donc vous imaginez ce que les Français peuvent fantasmer sur ce débat. Vous avez dit normalité, et je dirais aussi... de normalité. Oui, une forme de présidentialité, Fanny Guinochet. Est-ce que c'est ça aussi qui va être scruté par les Français? Forcément, ce baromètre, cet indicateur va être important. La question de la crédibilité, de la stature d'homme d'État, même si, on l'a souvent dit, la fonction présidentielle a été relativement dégradée lors de ce quinquennat et même du précédent. C'est vrai que c'est quelque chose que les Français vont attendre. Ils vont se dire, bon, demain, c'est celui qui va nous représenter face au terrorisme, c'est vrai que les enjeux sont énormes. La responsabilité de celui qui l'emportera va être énorme face à une composition internationale qui est en mouvement, face à Trump, qui va essayer de relever la question du chômage. C'est vrai que les enjeux sont tels qu'on va attendre de la crédibilité. Et là où ça va être compliqué demain pour les deux candidats, c'est que finalement, ils ont beaucoup à perdre. Ça va être chacun alors va devoir avancer ses arguments, ne pas être trop agressif. Marine Le Pen va devoir lisser, j'ai envie de dire même polisser, et en même temps elle va essayer d'aller chercher Emmanuel Macron, dont on a vu que la critique parfois il supportait pas très bien et qu'il avait tendance à s'agacer. Ça risque d'être un beau match. Après il faut relativiser la question du débat. La plupart des sondeurs vous disent quand même que c'est à la marge que ça chamboule les équilibres. Donc on va voir, sauf s'il y a un gros clash. Justement. On va voir. Oui. Jean-Michel Jean, il est important, il est majeur ce moment, mais il n'est pas
décisif, malgré les phrases qui vont sortir et qui ont, pour certaines, on s'en souvient, marqué l'histoire. On en a plein en mémoire. Mais demain, quoi qu'il arrive, est-ce que ce sera important mais pas décisif pour la suite? Une chose est sûre, dans les deux, c'est Macron qui a le plus à perdre. En même temps, c'est vrai que quand on fait le bilan des 4 grands débats, des 4 phrases qu'on ressort systématiquement, on n'a même pas besoin de les ressortir aujourd'hui, force est de constater que les sondeurs avaient prévu exactement les résultats. Donc ce n'est pas le débat qui a fait la décision. Mais là, on est dans un cas de figure totalement différent. Vous l'avez signalé tous les deux protagonistes de l'affaire ne viennent pas d'un parti traditionnel. Et puis, n'oublions pas qu'en 2002, quand Chirac, lui, avait la possibilité de débattre avec Le Pen, il ne l'a pas fait. Il l'a refusé. A-t-il eu raison ou pas, on n'en sait rien. Mais le fait est que l'argument qu'il opposait, c'était pour ne pas faciliter la respectabilité du Front National dans un débat de deuxième tour. Or là, à l'évidence, la question ne s'est même pas posée. Le débat va exister demain entre le Front National, un parti xénophobe, un parti nationaliste, devant un homme jeune qui a gouverné, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Il a quand même une expérience que n'a pas Marine Le Pen, mais il est jeune. Il n'a pas l'expérience, en tout cas l'autorité naturelle, peut-être, et encore, on le verra demain. Mais force est de constater que c'est un cas de figure totalement inédit sous la Ve République. Mais je termine pour dire que, dans tous les cas, c'est un peu un match de boxe contre un match de catch. La boxe, c'est pas Marine Le Pen, c'est Macron. C'est-à-dire ? Il a une stratégie de fabrication d'un match qui va jusqu'au bout, avec de la tactique, de la stratégie. Le catch, c'est sans arrêt des rebondissements dans un spectacle. Elle va chercher ça sans arrêt. Donc c'est deux matchs qui ne sont pas le même sport, qui vont se faire sur le même ring. Et ça, c'est peut-être ce qui va être le plus stupéfiant. Alors, il y a le match et puis il y a, j'allais dire, le décorum, Jean-Marie Godard, que vous décrivez très bien dans votre livre. C'est la France qui gronde, cette France qui estime qu'on l'ignore et même parfois qu'on la méprise et que certains la regardent de haut, cette France-là. J'allais dire, le match, ça lui passe au-dessus de la tête. Elle attend des réponses concrètes au-delà des attaques. Exactement. Alors, je pense que cette France-là va être quand même devant ce débat. On va le voir. Après, il faut savoir que... nous, d'après nous, la France qui gronde, en tout cas, toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles n'attendent pas un spectacle. Elles n'attendent pas un combat sur un ring. Elles attendent à la fois des réponses simples à des questions qu'elles se posent. Et puis qu'on la noie pas dans des chiffres et des débats interminables sur des polémiques de chiffres, de choses très très compliquées. Et puis pas non plus un pugilat, quoi. Et c'est vrai que le risque pour les deux, c'est ça. C'est-à-dire que je pense effectivement que d'un côté comme de l'autre, ça va être tenter de déstabiliser la personne en face en la coupant. J'imagine très bien Marine Le Pen jouer pas mal à ça. Emmanuel Macron, je ne sais pas. Donc en fait, je pense que la primeur reviendra à celui qui, dans les deux, gardera le plus son calme. Ce qui d'ailleurs s'était un peu passé en 2012 dans le débat. Votre témoignage est important parce qu'après on détaillera le livre, mais c'est parfois nous. Et dans les débats de journalistes, Franck Tapiro, on parle d'un match, d'un corps à corps. D'ailleurs, c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Mais c'est pas ça qui est attendu par les millions de Français qui vont regarder. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Et c'est vrai que pendant toute cette campagne, malheureusement, on s'est plaint, tout le monde s'est plaint d'une absence de fond. On a évité même de parler de sujets qui fâchent, l'international. Alors carrément, on a l'impression que la France est seule sur une planète. Vous savez, quand le Tex Avery qui montrait que le Texas sur la planète Terre, nous, on a l'impression que pendant toute la campagne, il n'y avait que la France et il n'y avait rien d'autre autour. Même pas l'Europe. Bien entendu, l'Europe, c'est un mot lointain. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur la simplicité. Et les Français, je pense que non seulement ils attendent un débat de fond, mais un débat de fond, pas qu'on leur parle de philosophie politique. Et ils parlent en fait d'action politique. Ouais. Beaucoup de gens parlaient de communication, mais je n'arrête pas de dire depuis des années que la vraie communication politique, c'est le passeport pour l'action politique. La communication pour la communication, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on est là à chaque fois à le relever, puis ça passe, ça fait pchit. Ce que vous avez dit, c'est ça. C'est relever des actions politiques concrètes et simples. Et le vrai problème qu'ont tous les politiques aujourd'hui, c'est d'exprimer simplement, de façon très courte, leur action et surtout de se projeter dans... Vous savez comment on le fait, nous, dans nos métiers. Voilà l'objectif, voilà ce qu'on va décider. Et voilà, dans 3 mois, on va faire le point. Et puis dans 6 mois, on va essayer d'appliquer. En fait, d'amener les gens dans un planning d'exécution
concret. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, aucun ne le fait. Ils sortent des chiffres, vous l'avez dit, ils sortent des images symboliques, c'est bien, sauf que là, on a 3 jours d'un scrutin. Et pourquoi je pense que ces débats sera encore plus suivis? C'est que jamais il y a eu autant d'envie d'abstention. Je dis pas d'abstention, d'envie d'abstention. Des gens qui revendiquent l'abstention. Quand on voit des gens de la France insoumise qui osent dire et écrire aujourd'hui que la meilleure façon de lutter contre le FN, je l'ai lu juste avant d'entrer sur le plateau, c'est de s'abstenir ou de voter blanc. Non mais de dire la meilleure façon de lutter contre le FN, c'est de voter blanc ou de s'abstenir, on est dans le délire absolu. Donc c'est vrai que demain, la clarification, la simplicité va être forte parce que il y a déjà 2 oppositions qui sont tellement énormes. Il n'y a aucun point commun entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Sur l'Europe, notamment sur l'Europe. Fanny Griffet, on va s'arrêter quand même sur ce point qui va être probablement au centre du débat. Et cette proposition, la sortie de l'euro finalement, alors qu'il va être maintenant négocié selon Marine Le Pen, elle s'est encore expliquée ce soir sur TF1 sur les modalités de cette proposition. Avec maintenant toute cette séquence, vous qui êtes spécialisé dans ces questions, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez On voit bien qu'elle, pour le coup, elle essaye de faire du rassemblement. Elle voit bien qu'elle essaye de récupérer des électeurs potentiels de Fillon, même de Mélenchon, pour qui la sortie de l'euro, c'était le plafond de verre, c'était le point infranchissable. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que sur l'Europe, par exemple, ça a été présent dans la campagne. C'est un des principaux clivages qu'il y a eu dans cette campagne, pour ou contre l'Europe, même du côté de Mélenchon, ça a été très présent, ça va être très présent. Emmanuel Macron peut être flou sur un certain nombre de mesures. En tout cas, il y a un clivage qui marque et qui l'incarne, c'est qu'il est profondément européen. Donc ça, on va y revenir demain. Après, sur la question de la simplicité, je pense que les Français ne sont pas dupes. Et je pense que les recettes... alors d'un côté, on va avoir une Marine Le Pen qui risque de nous présenter des recettes toutes faites, assez simples, assez simplistes, assez binaires. Finalement, je sors de l'euro, l'économie va mieux se porter, je simplifie la vie des entreprises, elles vont elles vont embaucher, je remets la retraite à 60 ans, tout le monde aura du boulot. Enfin, grosso modo, c'est assez simpliste. Et les Français, une partie des Français peuvent être attirés, mais une autre va se dire bon, quand même. Et de l'autre côté, on a un Emmanuel Macron qui, même dans le langage qu'il tient, dans les verbes qu'il utilise, donne un sentiment de flou, sur ces mesures, on voit bien que ça n'est pas toujours abouti et ça risque d'effrayer un certain nombre d'électeurs. Sur l'Europe, Jean-Marie Godard, est-ce que c'est l'une, des préoccupations qui a émergé lors de votre enquête? Alors c'est une des préoccupations, mais peut-être pas dans le sens où vous l'imaginez. C'est-à-dire que l'image de l'Europe, l'impression de tous les gens qu'on a rencontrés, c'est que l'Europe est un problème plus qu'une solution. C'est-à-dire on n'est pas. Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qu'on a rencontrés sont anti-européens, mais ils ont l'impression vraiment que on est dans l'Europe de l'argent, des banquiers qui envoient des dictates pour respecter les comptes et puis des textes que la France est obligée d'appliquer au niveau des agriculteurs, des normes, de tout ça. Et en fait, la seule image que les gens vraiment concrètes ont de l'Europe, c'est celle-là. Et c'est bien le problème, et je pense que là, il y a un vrai rôle à jouer de la part des hommes politiques et des candidats à la présidentielle sur cette question. En fait, les gens aussi veulent une Europe qui leur ressemble, une Europe où ils ont leur mot à dire. Le problème, c'est ce qu'ils reprochent à l'Europe aussi, c'est un entre-soi politique. Ils aimeraient que ça devienne un entre-nous populaire. Et la vérité, c'est que, encore une fois, cette Europe... Il y a du chemin. Il y a du chemin, il y a beaucoup de chemin, mais encore une fois, l'Europe n'est pas parfaite, mais enfin là, ce qu'elle a reçu parfaitement depuis sa création, c'est quand même donner la paix. C'était, n'oublions pas, le premier objectif de l'Europe. Je l'entends souvent. Mais parce que c'est vrai. Je vais vous poser une question. Pour cette France qui gronde, qui pour certains, elle a peur pour ses enfants, le déclassement, pour certains, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Quand vous leur dites que c'est un facteur de paix, c'est beau. Parce que les gens ont oublié ce que c'était que la guerre. Et quoi d'autre? Ils ont oublié ce que c'était que la guerre. Ça ne peut pas être que la paix. Mais il faut s'appuyer sur la paix. Mais la paix, c'était d'ailleurs aussi faire du commerce entre nous pour éviter de se faire la guerre. Le problème, c'est que faire du commerce entre nous avec une régulation complètement déstabilisée entre les pays, avec des taux de taxes, d'imposition qui sont différents, c'est pour ça qu'on arrive à une forme de non-lieu, finalement, où les gens se disent, mais attends, on ne comprend pas. Tout ça, ça a l'air très beau sur le papier, mais c'est inapplicable. Et quand on l'applique, ça ne nous va pas. Je vais aller plus loin sur ce qui est beau sur le papier. Jean-Michel Jean, il y a eu un appel, dans les Échos, c'était des patrons, des grands patrons, mais pas seulement, qui affirment que le projet de Marine Le Pen serait une catastrophe pour la France. Il y a eu également ce qu'on appelle le monde de la culture. C'est-à-dire certains artistes, honnêtement par exemple, un appel, vous qui faites partie
C'est pas un artiste, non? Vous vous mettez pas dans la catégorie des artistes? Je connais un peu le milieu culturel, Voilà, évidemment, ce que je voulais dire. Est-ce que vous ne pensez spécialités. pas parfois que ces appels-là sont contre-productifs? Je crois pas, je pense pas qu'ils soient contre-productifs. D'abord, ils arrivent sur le tard, ces appels, alors que dans les élections précédentes, c'était pas le cas. Tout simplement parce que c'est plus là où ça se joue. Et quand on parle de l'Europe, moi je me mets à la place d'un électeur de Marine Le Pen, il doit se demander en ce moment qu'est-ce qui se passe dans la tête de celles pour qui ils vont voter. Cette femme est en train de dire que l'Europe, c'est pas si mal que ça. C'est quand même incroyable. Après avoir cultivé une opposition radicale à l'Europe, elle est en train de faire un chemin vers l'Europe. C'est quand même incroyable. Donc les gens qui vont voter pour elle vont s'apercevoir que cette conviction qu'elle avait soi-disant à l'endroit de l'Europe n'existe pas. Elle dit vraiment ça, Fanny Guinoche? Le fait qu'elle ouvre la porte sur l'euro, le fait qu'elle ouvre la porte, laisse le temps. peu importe, il y a quelque chose qui insécurise complètement l'électorat de Le Pen. Alors, moi je vais sortir toujours... C'est quand même l'électorat qui est le plus sûr d'aller voter, hein, celui mais de Marine Le Pen. Il va voter peut-être, mais il va voter pour quelqu'un dont il commence maintenant peut-être à douter. C'est ça la petite nouveauté. Moi je pense qu'il y a quand même dans cette société, et en France en particulier, et votre livre sûrement doit le montrer, comme d'autres ont pu essayer de le démontrer. Il y a d'un côté ceux qui construisent des murs et ceux qui construisent des ponts de l'autre. Ceux qui construisent des ponts, c'est Macron et l'ensemble d'une classe politique. Pas de prise de position, si on peut, rester dans l'analyse. J'explique qu'une certaine classe politique qui est issue d'une forme, j'allais dire, solennelle de la démocratie et de la République, celle-là, elle a tendance à aller vers la construction, vers des ponts, vers quelque chose qui va vers l'extérieur. Et il y a une autre France qui est moins démocratique, qui est moins républicaine et qui a plutôt tendance à fermer ses frontières. Et qui est portée aujourd'hui au second tour. Donc, ce clivage, il est beaucoup plus net. Mais je quitte le terrain des valeurs pour revenir vraiment sur le terrain concret. C'est ce qui nous intéresse ce soir, Fanny Guinochet. Pardonnez-moi, parce que Marine Le Pen, pour certains, elle peut aussi vouloir rassurer certains électeurs, comme les retraités, qui avaient peur de cette sortie sèche de l'euro et qui peuvent venir vers elle avec cet argument négocié et plus de temps aussi. D'ailleurs, c'est du côté des seniors que le vote Marine Le Pen est le plus difficile à obtenir. Et un des arguments, c'est la sortie de l'euro. Donc, d'où le travail qu'elle fait. Mais elle le fait quand même. On voit bien que son changement de positionnement, il n'est pas aussi clair que ça. Elle dit on réfléchira. Elle montre, en fait, elle se positionne comme étant capable d'imposer des choses à l'Europe. Pas forcément d'en sortir. Et il y a un besoin de protection aujourd'hui qui est très fort du côté des gens. Je pense que c'est ce que montre votre livre. Le besoin de protection face au déclassement, face à la perte d'emploi, face à l'Europe, aux normes de l'euro. Et Marine Le Pen, pendant sa campagne, et encore maintenant, elle n'a eu de cesse de dire « Moi, j'imposerai, je renégocierai les traités, s'il faut, j'en sortirai ». Mais elle est quand même sur une voie, elle ne dit pas « L'Europe, on en finit avec l'Europe ». Non, elle montre une puissance... qui est certainement virtuelle, parce qu'on ne renégocie pas des traités comme ça, parce que demain, Marine Le Pen est élue, ça risque d'effrayer nos partenaires européens. On voit bien l'inverse, combien les partenaires européens, que ce soit en Italie, en Allemagne, sont rassurés par la présence d'Emmanuel Macron pour ce second tour. Mais quand même, elle se positionne comme ça, et c'est là où ça va être compliqué demain pour Emmanuel Macron, parce qu'elle est très stratège de trouver une position où il va falloir défendre l'Europe, alors que pour beaucoup de Français, l'Europe, c'est un problème, comme vous l'avez dit. Je vous laisse réagir et on passe à Emmanuel Macron. Dans votre sens, en fait, je pense que ce qu'elle incarne aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est pas tant contre l'Europe, pour la sortie de l'euro. Elle l'a dit, bien entendu, parce que c'est un point de différenciation. En termes de dialectique, en termes de message qu'elle fait passer, c'est elle montre que la France, et donc le président de la France, ne doit jamais subir. Et donc elle se montre comme celle qui... face à Emmanuel Macron, elle estime que c'est elle qui va le plus défendre les positions de la France. Et au final, même si on ne sort ni de l'Europe, ni de l'euro, etc., elle veut donner l'image, en tout cas donner cette énergie de quelqu'un qui s'est battu pour défendre la position de la France dans l'Europe. Et en fait, rendre la France plus forte. Alors c'est un petit décalage, mais elle le fait de façon... Oui, mais c'est important ce que vous dites. Absolument. Avec un mot... le mot phare, protection. Oui. Et moi, je le retrouve beaucoup dans votre livre, tout à fait. Jean-Marie Godet. Mais parce que le problème que nous, on a vu, justement, sur la protection, et par rapport à l'Europe,
Et par rapport à tout ce qu'on peut appeler la mondialisation, c'est effectivement l'énorme problème social posé dans un certain nombre de régions avec un énorme besoin de protection. La désindustrialisation, c'est une catastrophe pour des territoires entiers, avec un chômage de masse localement qui reste et qui perdure, avec des gens qui ont l'impression que, de toute façon, la classe politique considère qu'ils représentent le passé. Et quelque part, justement, Marine Le Pen, elle leur dit, mais moi, cette France que vous avez perdue, je vais la ressusciter, je vais la recréer en refermant les frontières, en imposant des choses à l'Europe. Et c'est pour ça qu'elle arrive à faire 7 millions de voix et à se retrouver au deuxième tour de la présidentielle. Alors, autre sujet, c'est peut-être un peu plus, entre guillemets, politicien, mais on va l'élargir un petit peu. C'est une question importante, c'est la majorité d'Emmanuel Macron. S'il était élu dimanche, avec quel collectif pourrait-il gouverner? En tous les cas, pour le moment, ça se bouscule à l'approche d'une éventuelle victoire du candidat. On voit tout cela avec Héloïse Grégoire. Quel sera le profil du prochain locataire de Matignon? Emmanuel Macron refuse toujours de donner le nom de son futur Premier ministre. Mais les supputations ne cessent de se bousculer. Le choix du candidat d'En Marche semble se dessiner. Vous ne l'avez pas choisi aujourd'hui. Moi, je vous parle toujours franchement. Je ne vous le dirai pas. Non, mais je vous Donc, demande pas le nom. bien sûr que j'ai réfléchi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez choisi? J'ai presque choisi. J'ai 1 ou 2 profils en tête. Il vous reste 1 ou 2 profils, maintenant? Oui. 1 ou 2 personnes? Oui. Hommes ou femmes? Les 2. Son candidat idéal à Matignon devra donc être doté d'une forte expérience de la vie politique et de l'art parlementaire. Difficile d'en savoir plus, mais des noms circulent déjà. En tête, le populaire Jean-Yves Le Drian qui fait l'unanimité sur son bilan, y compris au sein de la droite. François Bayrou est naturellement un autre Premier ministre éventuel. Début avril, il a sous-entendu qu'il accepterait le poste. Gérard Collomb, Jean-Louis Borloo, Richard Ferrand ou même Bernard Cazeneuve sont cités régulièrement, même si ils ne portent pas l'image d'un renouveau politique. Du côté des femmes, elles ne sont pas nombreuses. Nicole Notat, ancienne leader de la CFDT, est souvent mentionnée. Mais son inexpérience parlementaire peut être rédhibitoire. Il en va de même pour l'actuelle directrice du FMI, Christine Lagarde. Reste la place aux rumeurs les plus folles, celles qui vont par exemple jusqu'à évoquer une nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Quel serait son Premier ministre? Et à cette question, il a répondu, j'ai presque choisi, tout est dans le presque. Bah, honnêtement, allez directement à la question. Ça intéresse qui, à part les journalistes, les commentateurs, le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Est-ce que Fanny Guinochet, c'est important de le savoir avant l'élection? Est-ce que ça donne un indicateur pour la suite, pour ceux qui vont voter? Je ne suis pas sûre que pour les Français, ça soit essentiel. Justement, en plus, ils détestent. On voit bien que dans cette élection, qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré qu'ils détestaient les petits arrangements entre amis, que l'élite va faire des alliances. Donc, je pense que ce serait une erreur de la part d'Emmanuel Macron de nommer son Premier ministre avant même le second. En plus, ça montrerait qu'il n'est pas élu, qu'il hypothèque une victoire. Donc, ça le positionnerait comme étant vainqueur sans avoir passé le dernier stade. Donc il a vraiment pas intérêt à le faire. Et ensuite, c'est vrai que je pense que les Français attendent essentiellement, avant de savoir qui dirigera le pays à Matignon, mais plutôt des réponses assez concrètes. Donc demain, peut-être que Marine Le Pen va le titiller, ou les journalistes vont le titiller sur ce sujet-là. Je pense qu'il a plutôt intérêt à répondre sur des choses très concrètes, assez pédagogiques, sur la politique qu'il veut mener, plutôt que de dire je vais nommer un tel parce que ça va donner des gages à la droite, ou je vais nommer un tel parce que ça va donner des gages à la France insoumise. C'est très contre-productif. Titillé, Jean-Michel Jean, Emmanuel Macron, sur 2 éléments. Vous allez expliquer comment est-ce qu'il peut les concilier, les marier. Le renouveau, c'est quand même son credo, et puis l'expérience, parce qu'il faut de l'expérience quand même, malgré tout, pour diriger et gouverner la France. Donc on suppose que s'il gagne, il y aura une équipe autour de lui qui allie quand même... Mais comment allier justement expérience et renouveau? Je pense que on peut marcher sur ses 2 pieds. Je pense que c'est jouable. D'abord, il a des gens qui ont de l'expérience autour de lui. Il ne pouvait pas espérer d'avoir autour de lui des gens aussi différents, aussi expérimentés, aussi nouveaux, aussi peu inconnus. Richard Ferrand, le secrétaire général, qui est quand même le patron d'En Marche, personne ne le connaissait. Non. Je ne sais pas si beaucoup de Français le connaissent aujourd'hui. Personne ne le connaît encore aujourd'hui. Oui. Bon, mais l'équation qui est devant Emmanuel Macron est différente.
S'il est élu avec 52%, il aura un type de Premier ministre qui ne sera pas le même que s'il fait 62%. Donc la majorité qu'il va composer va, au lendemain de cette victoire ou pas d'Emmanuel Macron, décider ce qu'il va en être du Premier ministre. Mais là aussi, c'est un cas de figure totalement inédit sous la Ve République. Il va être obligé de composer une majorité en mettant au pied du mur des partis qui n'existent plus. C'est ça qui est très étonnant. Quand même, les Républicains et le Parti Socialiste sont aux abois. C'est-à-dire qu'il a les cartes en main. Il a intérêt à faire ce qu'il fait en ce moment. Et d'attendre, mais comme les autres l'ont fait. Citez-moi un président qui a nommé son Premier ministre avant son élection. Aucun. C'est pour ça que Marine Le Pen l'a fait. on a su Ayrault, la nomination de Jean-Marc Ayrault, mais vraiment le lendemain de l'élection d'Hollande. Pierre Mauroy, pareil pour François Mitterrand. Il n'y a pas de surprise. Il ne va pas annoncer son Premier ministre. Ça, c'est hors de question. Et moi, ce que j'ai trouvé d'ailleurs, pour en terminer là-dessus, puisqu'il faut jouer sur les deux personnages, les deux candidats, comment peut-on imaginer que la candidate qui est contre Emmanuel Macron puisse prénommer son Premier ministre alors qu'elle n'est pas élue? Non, mais elle n'a pas le choix, elle. Elle n'a peut-être pas le choix, mais sur le plan institutionnel et symbolique, c'est complètement à l'encontre de toute la tradition de la Ve et surtout du gaullisme dont elle se réclame curieusement aujourd'hui. Jean-Marie Godard, la prochaine majorité, s'il est élu, d'Emmanuel Macron et ce collectif qui sera autour de lui, peut-être renouveau, expérience, mais c'est aussi un saut dans l'inconnu pour les Français. Est-ce que ça aussi, ça émerge de votre enquête? C'est un saut dans l'inconnu. Alors oui, tout à fait, mais d'un côté, ça inquiète, de l'autre, c'est souhaité aussi. Parce que justement, il y a un ras-le-bol de voir un peu toujours les mêmes têtes qui est un moteur pour ce rejet de justement, la quand il regardait par exemple hier le meeting d'Emmanuel Macron avec Jean-Yves Le Drian, Bertrand Delanoë, Ségolène Royal, François Bayrou, je cite, et d'autres, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi de retrouver ces mêmes têtes-là? Si. Mais ça, c'est une crainte pour les personnes qu'on a rencontrées. Enfin, mais j'imagine assez bien ce qui peut se passer après, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les législatives au mois de juin. Et que là, ça va être très, très compliqué. Mais justement, je vais vous laisser réagir. On va écouter ce qu'en dit Jean-Paul Delevoye. C'est le président de la commission des investitures d'En Marche. Il était notre invité tout à l'heure sur l'antenne de Public Sénat. Il y a toute une série de gens qui, lors de l'élection du premier tour, n'étaient pas très à l'aise au Parti socialiste et n'étaient pas très à l'aise à droite. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons la clarification de l'offre politique. Et nos concitoyens critiquaient le système depuis très longtemps, puisqu'à gauche, les gens ne s'entendaient pas. Sauf pour le pouvoir. Et à droite, les gens ne s'entendaient pas, sauf pour le pouvoir. Il faut arrêter ça. La démocratie, c'est un débat d'idées, c'est un choix de convictions, et nous proposons un système très clair. Si vous partagez nos convictions, nous vous accueillons et vous prenez les étiquettes En Marche. Si vous ne les partagez pas, au contraire, nous allons nous enrichir de vos différences et nous allons pouvoir peut-être mettre en place de nouvelles formes de débat. C'est ce qu'on appelle la majorité d'idées. Rassemblés autour de cela. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Tapiro? Les Français sont assez légitimistes depuis de nombreuses années. À chaque fois qu'ils ont élu un président en mai, ils lui ont donné la majorité en juin. Ça, là, bon, on me dira, maintenant que tout vole en éclats, est-ce qu'on va garder le même rythme? On ne le sait pas, c'est ce que Emmanuel Macron espère. Mais lui, il croit depuis le début, vous voyez bien, vous avez totalement raison de le signifier tout à l'heure, il ne donne de gage à personne. Il accepte des soutiens, mais il ne donne pas d'investiture, comme on dit. Il accepte des ralliements de tous bords, mais il ne donne pas de lead, il ne donne pas de poste, et il ne nomme rien. Et je pense qu'il ne doit vraiment pas faire cette erreur de nommer, vous l'avez dit. Donc c'est la bonne stratégie. C'est la bonne stratégie, mais il croit aussi en un souffle. Et depuis le début, puisque qui y croyait? Ils étaient 400 quand ils ont lancé En Marche, et ils se retrouvent aujourd'hui quand même plusieurs millions. Il croit en ce souffle incroyable qu'une victoire forte dimanche va lui donner un souffle que la majorité présidentielle va finalement attirer de part et d'autre, de la droite, du centre aussi, parce qu'il y en a d'autres au centre qui ne l'ont pas encore rallié, et à gauche, droite, gauche, centre, des talents qui se disent, mais finalement, il y a une aventure qui est morte à gauche, morte à droite, inexistante au centre, n'oublions pas, inexistante au centre, et là, il y a un souffle incroyable. Je vais en être. Ça va être plus compliqué. Il va falloir que je défende mon poste. Il va falloir. Il y aura des triangulaires. On a parlé de quadrangulaires. Souffle, d'accord, mais quitte à distribuer, pardonnez-moi, quelques quand même, entre guillemets, évidemment, claques politiques, comme on l'a vu ce week-end dans l'interview du Figaro, où il n'est pas tendre, ni avec le Parti socialiste, ni avec les Républicains.
Mais c'est une façon de montrer aussi une forme d'autorité, de montrer qu'il décidera, que pour l'instant, on attend de ce candidat qu'il soit suffisamment solide, qu'il ne se renie pas. De la même façon, quand Jean-Luc Mélenchon demande hier qu'il fasse quelques assouplissements sur la loi travail, on voit mal comment Emmanuel Macron peut le faire. Et d'ailleurs, dans son meeting, hier après-midi, il a été très clair là-dessus, no comment, parce qu'il l'a dit, on aurait le sentiment qu'il se trahit. Alors qu'il y a une attente de renouveau, si le candidat que les Français portent commence, avant même d'être élu, parce que ça n'est pas encore le cas, avant même d'être élu, de renier des points très importants de son programme, ça serait compliqué. Après, je pense que quel que soit le résultat aux législatives et les investitures, Emmanuel Macron ou même Marine Le Pen, ça va être très compliqué parce qu'on voit qu'en France, et c'est le titre de votre livre, mais il y a vraiment un ressentiment très fort. Et ça, quel que soit celui qui arrivera à l'Élysée, il va falloir faire avec. Et là où moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes, quand on voit hier les cortèges dans la loi qu'il y a eu du côté de FO, la CGT, les heurts qu'il y a eu tout de suite, à 3h de l'après-midi, il y avait déjà des CRS qui étaient, d'habitude, c'est plutôt en fin de manifestation. Ah oui, les images sont choquantes. Les images sont très... On voit le ressentiment qu'il y a du côté des mélenchonistes qui sont passés très proches du pouvoir et qui l'ont pas eu, du côté des gens qui ont manifesté contre la loi travail et qui n'ont pas été entendus et à qui on promet une loi El Khomri plus 1000, du côté des électeurs de Fillon qui ont le sentiment que les médias ont empêché la victoire de leur poulain. Tout ce ressentiment, cette envie de revanche, cette forme de violence, ça va être très compliqué pour celui qui prend le pouvoir. La crainte, c'est le troisième tour. Social, le fameux. Le fameux troisième tour social. Et ça se joue en ce moment même. C'est-à-dire dans la semaine que l'on vit, avec les images que vous évoquiez, on sent cette colère rentrer, que vous indiquez certainement dans votre livre. Mais cette colère-là, elle peut s'exacerber précisément parce que c'est Emmanuel Macron qui va gagner ou qui peut gagner. Voilà, et donc tous les frustrés vont se manifester d'une part et d'autre. Voilà. Et ça, le drame de législative, c'est que s'il n'y a pas cette majorité solide, animée par une véritable envie de réformer l'ensemble du système politique et social, là, effectivement, on peut craindre le pire. Qui doit répondre à ce défi du rassemblement? C'est lui, c'est le candidat. Emmanuel Macron, c'est à lui, j'allais dire, il ne souffle pas du tout sur le braise, mais justement, au contraire, justement, d'apaiser un petit peu ses cicatrices et d'essayer, comme il le dit souvent, d'ailleurs, la France rassemblée, c'est ces frustrations y répondre, cette colère rentrée, d'essayer d'amener des réponses. Oui, tout à fait. Oui. C'est le rôle du président. Non, mais si. Peut-être. Là, dans le cas présent, justement, c'est en plus dans l'image qu'il a voulu donner dans son mouvement En Marche, c'est justement de dire passons par-dessus bord toutes les idéologies qui nous séparent, rassemblons-nous sur des valeurs, cassons les codes de la politique habituelle, traditionnelle telle qu'elle se fait, pour se mettre tous ensemble dans une dynamique avec des gens qui viennent de plein de bords différents, de plein de métiers différents. Et donc, effectivement, rien que dans cette image-là, c'est le rassemblement. Maintenant, effectivement, il faut qu'il passe aux actes. Il veut remettre à Matignon un personnage clé qui n'existait plus, un vrai Premier ministre. Il l'a dit à plusieurs reprises, je veux présider, je ne veux pas faire comme Sarkozy et Hollande. Je veux un Premier ministre qui mène ce gouvernement. Donc, à la fois, il va vouloir changer les choses, à la fois, il faut qu'il laisse son gouvernement et son Premier ministre, avec ses 15 ministres autour, diriger les opérations. Sinon, il va retomber dans le même système. Non, mais ça va être un paradoxe, parce qu'on avait un hyper Premier ministre avec Sarkozy. On a quelqu'un qui était un abonné absent à l'Élysée avec François Hollande. Aujourd'hui, il veut proposer aux Français d'abord un vrai régime présidentiel au vrai sens du terme. Vous avez élu un chef, un leader, un dirigeant, celui qui va donner une vision. Et d'ailleurs, il veut des chefs d'équipe. En fait, il va être beaucoup plus dans le côté entreprise que dans le côté politique pyramidal avec un fusible à Matignon. Le côté fusible à Matignon, c'est pas du tout son état d'esprit. Je pense qu'il a envie d'avoir quelqu'un qui fasse le boulot. Mais est-ce que la France se dirige comme une entreprise? Absolument. Mais encore une fois, elle ne se dirige pas comme une entreprise. Il va essayer d'appliquer ce qui se fait dans une entreprise, c'est d'avoir des gens qui font le boulot, qui agissent. Encore une fois, on parle d'action. Et les Français, je peux vous dire, ils devraient faire, je pense, des rendez-vous avec les Français par voie de conférence de presse ou autre, pour donner tous les 2 ou 3 mois les résultats
ou non de ses actions. Parce que je pense que vraiment, et j'ai hâte de lire votre livre, je pense que les Français ont envie de ça. La politique, c'est pas qu'ils n'y croient plus. Il n'y a pas un peuple au monde qui aime la politique comme le peuple français. Ils ne croient plus en la capacité des politiques à donner des solutions et des actions concrètes. C'est ça, mais maintenant, peut-être que Macron, et c'est vraiment sa vraie dialectique, son vrai changement, ça va être ça. Prouver qu'un politique peut agir. Fanny ? C'est de la même façon, parce qu'on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, il n'est pas encore élu. Alors effectivement, les sondages le disent vainqueur, mais de la même façon que si on a Marine Le Pen à l'Élysée, je ne sais pas si elle aura un super Premier ministre. Enfin bon, on sait qui c'est. Oui, mais on verra. Après, il faut voir derrière l'homme la capacité de mobiliser. Ça sera très compliqué, quoi qu'il en soit, de réussir à apaiser le pays et à faire passer la moindre réforme, même pour aller négocier avec l'Europe. Donc, pour l'instant, Emmanuel Macron... Le problème commence. Voilà. Mais justement, mais c'est vrai que je ne sais pas si Emmanuel Macron laissera plus de champ à son Premier ministre que n'en a laissé, par exemple, Nicolas Sarkozy, que Marine Le Pen, qui est quand même, quand on regarde le parti, le Front National, il y a quelques têtes. Il y a Florent Philippot, Louis Alliot. Bon, ça ne va pas très loin. Alors là aussi, ça risque d'être un peu compliqué dans la Puisque vous parlez d'elle, puisque vous parlez de Marine Le Pen, je voudrais vous faire réagir à une séquence que vous avez tous vue. Marine Le Pen veut tellement parler aux électeurs de François Fillon qu'elle dit du François Fillon dans le texte, mot pour mot. On va d'abord écouter la séquence, puis on va écouter ses propos, en fait, sa défense tout à l'heure. D'abord la séquence. 3 façades maritimes. La Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade méditerranéenne, foyer des civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. La frontière des Alpes, vers l'Italie, notre sœur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale. Alors, face aux accusations de plagiat, Marine Le Pen s'en défend et parle, selon elle, de convergence avec le candidat François Fillon. On va l'écouter, c'était ce soir aux 20h de TF1. Nous avons, avec les électeurs de François Fillon, c'est vrai, en partie la même vision de la France, de sa grandeur, du rôle qu'elle doit avoir dans le monde. Nous avons des divergences sur d'autres sujets. Mais sur ça, sur la défense de sa culture, de sa langue, nous avons incontestablement des points communs. C'était une manière de le rappeler. Et je suis heureuse que, grâce à vous, il l'ait entendu. Elle est tour de table pour accepter cette séquence. C'est la post-vérité totale. C'est-à-dire que là, elle est vraiment dans... Elle a raison, c'est malin. Mais prends les gens pour des cons. À ce point, c'est inouï. C'est-à-dire qu'elle a fait, évidemment, il y a une bourde. Je pense que le mec qui a balancé le même discours est déjà... Paul Maricourt, oui. Voilà, il est déjà, je pense, dans une cave au FN. Il s'exprime beaucoup dans les médias pour expliquer mais je peux vous dire que c'est une erreur énorme, mais qu'elle essaye de faire passer pour un message en disant c'était un clin d'œil. Quand on fait un clin d'œil, et ça arrive souvent, d'abord on l'exprime, mais on le fait d'une façon spontanée, directive et déterminée. Là, c'est même pas une erreur, c'est un plagiat absolu. Mais le problème, c'est que c'est pas tant qu'elle ait copié ce discours qui me choque, c'est qu'en fait, elle l'a pas lu. Mais le clin d'œil, au-delà de la séquence, on le comprend, c'est la convergence des droites. C'est son pari, son espoir, son rêve. C'est là où il y a son réservoir de voix aussi. Il y aura un certain nombre d'abstentionnistes qui peut-être au dernier moment décideront de se déplacer pour Marine Le Pen, mais ils n'ont pas l'air très nombreux. Et sinon, là où elle peut espérer piocher pour passer les 50%, c'est quand même à droite. Mais bon, là, c'est vrai que la ficelle est quand même extrêmement grossière. Jean-Michel Je crois une fois de plus que ces électeurs vont se demander pour qui ils vont voter. Pas sûr. Mais si, 4 paragraphes d'affilée, sans référence, sans source, comme ça, et passer en boucle à la télévision, les gens qui vont voter Marine Le Pen vont se demander mais qu'est-ce qui se passe ? Qui est cette femme ? Ces gens, ces personnes, ces citoyens, ces Français, on les retrouve dans la France qui gronde. Jean-Marie Godard, je voudrais juste en une minute, parce que j'avais reçu votre co-auteur Antoine Dreyfus ici même pour un grand entretien. On avait longuement parlé de votre livre. Et ce qui est nouveau, c'est que vous êtes revenu, en fait. Vous êtes revenu voir ces personnes-là, ces citoyens-là. Donc il y a un suivi de votre part et c'est ça qui est intéressant. C'est ce fil que vous déroulez. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, 90, même on pourrait dire 100% des gens qu'on a rencontrés, on est toujours en contact avec eux. On a des échanges par les réseaux sociaux, on se parle au téléphone. Il y en a même qu'on a recroisé à l'occasion de signature de livres.
dans les endroits où et on vous voyez l'évolution de leur, j'allais dire, de leur humeur politique. Oui, tout à fait, mais justement, ils sont toujours dans la même situation, dans la même démarche. D'ailleurs, ça ne changera pas au lendemain de la présidentielle. Et puis, ce livre, c'est un peu, je veux dire, à mon avis, dans les 3, 4 ans, 5 ans qui vont venir, tout ce que les gens nous disent dans ce livre sera toujours valable. Puisque vous restez en... Oui, allez-y. Mais ce que je voulais dire, justement, par rapport à la séquence qu'on vient de voir, on est typiquement dans tout ce que les gens qu'on a rencontrés, toutes les personnes qu'on a rencontrées rejettent, c'est-à-dire une espèce de spectacle de la politique où les gens se font des petits coups bas, des trucs, tout ça. Nous, on a vu des policiers, on a passé du temps avec des policiers du 17 police secours la nuit qui sont confrontés à la violence, à la misère sociale tout le temps, ou ceux qui se prennent des coups dans les manifs, ou des gens, ou d'autres catégories de personnes, par exemple, dans des zones plus rurales qui montent des associations qui font des choses au service de la collectivité et qui disent eux-mêmes, nous, la politique, c'est pas qu'on s'intéresse plus à la politique, on adore la politique, mais on ne supporte plus ce spectacle-là et qui finissent par être complètement dans la défiance. Sans parler de tous les gens qui sont complètement exclus. Vous avez envoyé votre livre aux candidats. On a envoyé notre livre aux candidats, on l'a même envoyé au Premier ministre et au président aussi. Vous avez eu des retours ? Et on a eu un retour du Premier ministre. Un retour ? Oui, un seul. Voilà, en tous les cas, vous reviendrez, puisque si vous avez en tous les cas le suivi avec ces électeurs, ces Français, nous verrons comment après l'élection et puis plus tard pour les élections législatives, comment tout cela va évoluer. Merci pour ce débat et cette analyse. Merci. La suite de votre émission avec cette question à présent. Tiens, quel report de voix dimanche? Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et ceux de François Fillon sont très très convoités, mais beaucoup d'entre eux iront voter par défaut, oui, par défaut. Bien sûr, ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants les journalistes Yves Deray et François Dorcival. Restez avec nous, on vous attend, à tout de suite. Présidentielle 2017. Ce grand débat va maintenant enfin avoir lieu. Grande soirée politique autour du débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'avenir du pays, on le construira avec vous. Dès 19h30, en compagnie d'Arnaud Ardouin, retrouvez analyses et commentaires sur les enjeux de ce débat. À 21h, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en direct et en intégralité. Et juste après, avec Sonia Mabrouk et ses invités, retour sur les moments forts de la soirée. La grande soirée du débat de l'entre-deux tours, c'est en direct sur les chaînes parlementaires, lcp.fr et publicsénat.fr, demain dès 19h30. Présidentielle 2017. Dernière ligne droite dans la course à l'Élysée. Le peuple de France s'est exprimé. Il a décidé de me porter en tête du premier tour de ce scrutin. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. Qui sera le prochain président de la République française? Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce que vous avez pu analyser les motivations du vote? Rendez-vous sur les chaînes parlementaires pour la grande soirée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Un dispositif événement présenté par Arnaud Ardouin et Delphine Girard, à suivre en direct sur les chaînes parlementaires et sur lcp.fr et publicsénat.fr, dimanche 7 mai, dès 19h. De cette émission spéciale, ce sera évidemment après le débat, dans la foulée, où vous me retrouverez avec Ludovic Faux, avec de nombreux invités pour le décryptage et toutes les réactions. Mais pour le moment, on va évoquer cette question à présent, les reports de vote ce dimanche. Et puis aussi cette interrogation. Où est passée l'adhésion, l'enthousiasme pour un candidat dans cette élection? Dans les enquêtes, Emmanuel Macron est largement en tête, oui, mais sans passion. C'est davantage, semble-t-il, un vote de raison. On va en parler avec nos invités ce soir. Yves Deray, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Parisien Magazine. Et François Dorcival, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Éditorialiste et éditorialiste à Valeurs Actuelles et auteur du livre Histoire de l'Élysée, paru aux éditions Tempus. Alors, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va s'arrêter sur ce manque d'enthousiasme dans cette élection chez ceux qui vont voter par défaut. On voit tout cela avec Stéphane Amalian. Il est parfois décrit comme un phénomène politique. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout. Emmanuel Macron, inconnu il y a encore 3 ans, a gravi très rapidement les échelons. Une ascension rapide, favorisée par une image jeune et dynamique. L'ancien ministre de l'économie pourrait devenir le plus jeune président de la Ve République. Pourtant, le bulletin Macron ne s'est pas imposé comme le vote d'adhésion. 24% lors d'un premier tour qui s'est joué dans un mouchoir de poche. Malgré un noyau d'électeurs convaincus, l'ancien banquier ne satisfait pas tout le monde.
À droite, l'effet Macron est en perte de vitesse. Certains ténors des Républicains refusent de le soutenir quand une poignée d'électeurs de François Fillon se dit prête à voter pour Marine Le Pen. À gauche, les fidèles de Jean-Luc Mélenchon ont montré leur réticence avec plus de 65% de personnes qui comptent voter blanc ou s'abstenir au second tour. Emmanuel Macron, une force d'attraction qui n'est peut-être pas celle de son image. À cet égard, les législatives à venir seront un juge de paix. À droite comme à gauche, la bataille du Palais Bourbon est d'ores et déjà lancée. Alors, messieurs, pour le moment, les sondages se suivent et se ressemblent avec un écart qui reste substantiel pour Emmanuel Macron, mais il manque quelque chose, François Dorcival. Oui, comment absolument. ça s'appelle? Qu'est-ce qui manque? D'ailleurs, le pronostic, c'est le pronostic. Quand on vous dit « allez-vous voter », vous avez les marges que vous savez, c'est-à-dire du genre 59 contre 41. Et quand on interroge les gens pour leur dire « est-ce que vous pensez qu'il va gagner ?» Eh bien, il n'a pas perdu 2 points ou 5 points depuis la semaine dernière, c'est 17 points, c'est 15 points, c'est beaucoup. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il ce climat bizarre de perte de confiance? Probablement d'abord parce que, comme on vient de le dire à l'écran, il a eu 24%, ce qui signifie qu'il y en a 75 qui n'ont pas voté pour lui. Bien. Mais une fois qu'on a dit ça, il est certain que la majorité de ceux qui vont désormais voter pour lui disent il vaudrait mieux que ce soit lui. Mais ça n'est ni de l'émotion, ni de la passion, ni de l'adhésion. Quel est votre avis, Yves Deray? Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que l'adhésion dans une élection présidentielle telle que connaît la France, dans son système à 2 tours, l'adhésion elle est surtout au premier tour. Et Emmanuel Macron qui fait un 24%, qui arrive donc en tête du premier tour, un peu par surprise quand même, parce que pendant très longtemps, les sondages donnaient inlassablement Marine Le Pen en tête. On l'a donné à 25, à 26. Il se disait même entre experts... Pas pour vous quand même. Vous étiez convaincu qu'il arrivait en tête. Moi, je pensais qu'il avait des bonnes chances d'arriver en tête, mais force est de constater quand même qu'il arrivait plutôt second, et que Marine Le Pen, on l'a donné même entre experts qui vous disaient sous le manteau, mais en fait, dans les données non corrigées, on la retrouve même à 30%. Donc elle a eu une vraie déception au premier tour. Elle était à 21 au premier tour, et il n'aurait pas fallu que la campagne dure encore 15 jours, parce qu'il est possible que Fillon lui passe devant quand même. Hein. Fillon était plutôt en train de remonter un peu, et elle de s'éroder. Macron, il a fait le résultat auquel on pouvait s'attendre, c'est-à-dire autour de 24%, 25%. Maintenant, il ne peut pas non plus réconcilier les inconciliables. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les gens de chez Fillon, les électeurs de Fillon qui se posent des questions, et de l'autre côté les électeurs de Mélenchon. Comment voulez-vous que tout ça fasse un ensemble homogène avec une adhésion à un programme qui, rappelons-le quand même, en résumé, social-libéral, et le social-libéralisme en France, ça n'a jamais fait recette quand même. Cette ligne politique-là n'a jamais emporté. Quand François Hollande a gagné, c'était pas sur un programme social-libéral, même si on peut dire qu'il en a fait un petit peu après, c'était sur un programme franchement de gauche, mon adversaire c'est la finance, etc. Donc ce programme-là n'a jamais été gagnant, or il va gagner par peut-être 60% des voix. Je veux dire, bon, on joue un peu, je trouve, à se faire peur et à raconter une histoire qui nous intéresse et qui n'est pas celle qu'on attend. J'ai l'impression. Oui, mais c'est vrai. Pas seulement pour nous, parce que je crois qu'on ne se raconte pas tellement d'histoires. En revanche, on le voit dans le public, il y a un certain scepticisme. Et il y a un certain scepticisme dans cette campagne d'entre les 2 tours. Pourquoi? Parce que, tout de même, Marine Le Pen a, jusqu'à présent, on va voir ce qui va se passer demain soir, fait une bonne campagne. Une campagne à la Mélenchon, si l'on peut dire, puisque c'est lui qui avait fait la bonne campagne du premier tour. Tandis que Emmanuel Macron a tant fêté son succès le soir du 23 avril que l'on se dit qu'il a eu du mal à repartir. Alors après, il est reparti. Et cette difficulté sur une longue séquence à repartir, commémorative. Oui, absolument. Longue séquence commémorative. Trop longue, peut-être? Moi, je pense que c'était trop long. Je pense qu'en plus, il n'en a pas tiré, il en a tiré des images, mais il n'en a pas tiré de leçons. Pourquoi aller au mémorial de la Shoah? Pourquoi aller à Oradour-sur-Glane? Pourquoi aller voir Daniel Cordier aujourd'hui, si ça n'est pas pour exalter l'histoire de la résistance, pour exalter l'histoire de France, comme il le faisait il y a 1 an avec Jeanne d'Arc. Et renvoyer le Front National à... Enfin,
L'extrême droite Oui, a son c'était passé, uniquement a son une affaire de Front National. Bah, c'est pas l'objectif. Dans une affaire la mémoire, l'appel à la mémoire. Bon, moi je trouve quand même que quelqu'un qui va au mémorial de la Shoah, face à quelqu'un qui remet encore une fois en question de la responsabilité de la France face à le régime de Vichy, entre les deux, je trouve quand même que voilà, on est plutôt dans la République avec quelqu'un qui commémore la Shoah ou qui va voir Daniel Cordier. Donc bon, après la très bonne campagne de Madame Le Pen, qui sur la question meilleure. Non, mais une bonne campagne, François. Ouais, bonne campagne est meilleure. Bonne campagne, sur le plan politique, on parle. Sur le plan politique, il y a quand même eu cette affaire de plagiat qui est totalement abracadabrantesque, comme dirait Jacques Chirac. Oui, ça je trouve quand même c'est d'hier. C'est assez incroyable cette affaire-là, parce que on n'a jamais vu ça dans une campagne présidentielle. Quelqu'un qui plagie un discours d'un candidat de premier tour. C'est que François Fillon, quand même, doit se rendre compte, et ses proches, que le discours a été plagié. Finalement, il était le meilleur. Et voilà. Et puis sur la question de l'euro, maintenant on n'avait plus d'euros, maintenant on en a deux. Enfin, on a deux monnaies. Je trouve quand même que la confusion est totale sur le point essentiel du programme économique de Madame Le Pen. Oui. Maintenant, on a une monnaie pour les entreprises, une monnaie pour les gens, et tout ça est normal. Comment expliquez-vous alors que Emmanuel Macron perde quelques points qui sont gagnés par Marine Le Pen? Il y a des motifs à ça. Et il n'y a de motifs que dans la campagne. Et je pense que, de ce point de vue, le débat de leur face-à-face, demain, sera important. Quel que soit le candidat, et quel que soit, dépassons cela, le candidat qui va gagner dimanche, ces électeurs orphelins, vraiment c'est le mot, cette France du nini. Cette France de Nini, comment on va la tirer vers soi? Comment on va la rassembler? Comment on va la rassurer, cette France de Nini, quel que soit le candidat? Celle qui se sent vraiment frustrée, pour certains même dépossédée de la victoire de leur candidat. Mais exactement. Emmanuel Macron a parfaitement décrit le paysage en disant il y a d'une part un pôle protestataire de gauche, c'est Mélenchon, d'autre part un pôle réactionnaire anti-européen, c'est Marine Le Pen, et enfin il y a un groupe central, c'est moi. Ce qui veut dire que vous expulsez d'une part toute une partie de la gauche et d'autre part la droite. La droite, dans cette affaire, a disparu. Comment voulez-vous que les électeurs de ces deux fractions-là soient aujourd'hui avec un moral au beau fixe? C'est évident qu'ils sont complètement humiliés, désemparés, dans un complet désarroi. Évidemment. Et donc, une partie d'entre eux s'abstient au vote blanc. Les autres vont voter Macron. Macron. Yves Doré. Oui, cette France-là, elle est quand même, on l'a vu, la consultation, c'est vrai, de Jean-Luc Mélenchon, c'était 200 000, je crois, de mémoire militants. Ce n'est absolument pas les 7 millions d'électeurs, donc faisons attention aussi aux conclusions hâtives. Mais c'est frappant, 2 militants sur 3 qui rejettent en tous les cas la candidature Emmanuel Macron. Et en même temps, gauche, il faut faire le lien avec la campagne de premier tour. Jean-Luc Mélenchon a beaucoup plus cogné sur Emmanuel Macron que sur Marine Le Pen au premier tour. On se souvient d'une époque où vous vous souvenez sans doute, ce fameux débat où ils n'arrivaient même pas à se parler, où ils refusaient de s'adresser à la parole. Madame Le Pen, je crois, lisait le journal pendant que l'autre parlait, etc. Aujourd'hui, dans le débat des 11 candidats, il se faisait quasiment des clins d'œil. Je veux dire, donc l'ambiance a complètement changé. En revanche, il a pilonné Macron parce que, au fond, le véritable adversaire, même idéologique, de Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron, c'est plus Marine Le Pen. Et donc, c'est intéressant ce que vous dites. Comment voulez-vous que les électeurs ne se sentent pas perdus? Il a parfois ce petit insigne, qui est l'insigne de râle-front au revers de sa veste, Jean-Luc Mélenchon, et en même temps, il a plutôt râle-Macron, en réalité, dans son discours. Donc les gens ne comprennent plus rien. Je ne suis pas sûr qu'ils ne comprennent plus rien. Pourquoi? Mais parce que... Précisément parce que cette bataille a été conduite par Jean-Luc Mélenchon contre Emmanuel Macron et qu'il l'a fait de manière extrêmement intense, solide, etc., c'est à cause de ça qu'il est arrivé à 19% aussi. C'est parce qu'il a convaincu dans son camp. Vous comprenez, les hommes politiques, en 5 minutes, ils peuvent adopter une position différente de celle qu'ils avaient 5 minutes avant, etc., pour des intérêts stratégiques ultérieurs. Le public, lui, quand on l'a emmené pendant des mois dans une bataille comme ça, et qu'on lui dit après, vous allez voter pour celui que l'on combattait,
ça ne colle pas immédiatement. Et vous trouvez que des électeurs qui ne savent plus pour qui voter au second tour, ce ne sont pas des gens un peu perdus? Vous trouvez ça normal, vous, que... Moi, je trouve normal qu'ils soient perdus. Des millions de Français ne sachent plus pour qui voter au second tour. La question, c'est pourquoi? Je pense que c'est normal. La question, c'est pourquoi? C'est que, comme je vous le disais, ils sont des ennemis, a priori des adversaires irréductibles du Front National, de l'extrême droite. Certains sont venus à la politique par le combat contre l'extrême droite, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en grand nombre. Et aujourd'hui, ils ont vu leur candidat faire la guerre à Emmanuel Macron et à ses thèses et à sa vision. Et donc, ils sont pris entre deux feux, ils sont perdus. Je vais aller plus loin dans ma question. Est-ce que ces électeurs-là ne placent pas, je mets vraiment des guillemets, hein, la casse sociale ou les dégâts sociaux plus haut que les valeurs, etc., parce qu'ils ne les ressentent pas dans leur chair. Ils ont d'abord peur, je l'ai dit tout à l'heure, pour eux, pour leurs enfants. Donc, plus important pour eux, ça peut être les éventuels dégâts sociaux. Oui, mais vous voyez ? Oui, mais c'est au fond l'illustration de ce bon mot de Marine Le Pen qui a dit Emmanuel Macron, c'est En Marche ou crève. Donc c'est ce slogan-là qui porte ses fruits et quelque part ça rejoint les thèses de Jean-Luc Mélenchon. Demain, comment il va le combattre? Il l'a combattu déjà. Oui, moi je trouve que je finis juste. Il a dit mais je trouve qu'il a mal fait. Il a dit En Marche ou crève. Et En Marche, c'est nous. Voilà. Il aurait dû dire ajouter ou crève, c'est eux. Mais il a compris. Pas tant que ça. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais enfin bon, ça on est dans la. Non, mais c'est important parce que demain. J'ajoute un mot quand même, puisqu'on est en train d'analyser les discours. Emmanuel Macron parle du monde divisé entre les gagnants et les perdants. Mais est-ce que c'est un langage de futurs rassembleurs, les gagnants et les perdants, les winners et les losers? Je veux dire que qui s'estime un perdant? On peut s'estimer une victime, on peut s'estimer maltraité par la mondialisation, etc. Mais être dans la situation du perdant, je ne sais pas si ça crée une adhésion formidable. Alors, oui, vous avez entendu un discours où il a dit le monde est divisé entre les gagnants et les perdants? Hier. J'attends de le voir, ce passage. Il a dû le dire. Je ne l'ai pas vu, moi, ce passage-là. Moi, ce que j'ai quand même repéré, en revanche, c'est que, par exemple, pour les perdants, entre guillemets, qui, par exemple, déposent le bilan de leur entreprise, ils souhaitent une protection sociale. C'est quand même très nouveau. Et c'est plutôt, une approche... On va refaire tous les programmes. Non, mais bon. Une question pour tous les deux. Quels sont les écueils à éviter absolument demain, selon vous, pour les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Écoutez, pour Emmanuel Macron, la difficulté va être quand même la question, je pense, de son Premier ministre. Parce que c'est vrai que je pense qu'il va être pilonné là-dessus. Elle, maintenant, elle est au clair là-dessus, puisque visiblement, ce sera Nicolas Dupont-Aignan. Alors que Emmanuel Macron, c'est vrai que selon qu'il prendra quelqu'un de gauche ou de droite, il enverra des messages un peu différents avant les élections législatives. Et donc, je pense que cette question-là, c'est l'écueil à éviter. Vous avez des informations sur les deux... Non. Et je peux dire à Yves qu'il ne l'aura pas, cette réponse. Pourquoi donc? Parce que Emmanuel Macron ne donnera pas de nom de Premier ministre. Je pense qu'il n'en donnera pas non plus demain, parce que je pense qu'il attend de connaître le score du second tour. Et même, il se peut qu'il attende son investiture. Voilà. En revanche, pour Marine Le Pen, peut-être que l'écueil à éviter, c'est quand même de s'embourber dans cette affaire de programme économique et de questions monétaires. Là-dessus, Emmanuel Macron est quand même assez pointu, techniquement très au point, et je pense qu'il va essayer de la coincer là-dessus. Une question sur les petites phrases. Le défaut possible, c'est une trop grande sûreté de soi. Attention. Les petites phrases, vous savez, François Darcival, celles qu'on retient tous, vous n'avez pas le monopole du cœur, non, vous n'avez pas ça. C'est des petites phrases qui sont préparées. Est-ce qu'on peut imaginer que les candidats préparent ce genre de pic, d'attaque, en espérant que ça reste dans la postérité? Je pense qu'ils ne font que ça. Ils s'exercent et ils répètent toutes sortes de répliques à travers leurs discours, leurs interventions, leurs interviews, etc. Toutes sortes de répliques qu'ils peuvent placer du mieux qu'ils pourront au moment de leur face-à-face, parce qu'il s'agit que ça reste. Car, au fond, on ne garde pas beaucoup de mots forts de cette campagne. On ne garde pas beaucoup de formules fortes de tout ce qui s'est dit avant le premier tour et depuis.
Non, mais Emmanuel Macron a démontré dans l'improvisation, plutôt, par exemple sur l'affaire du ventriloque, là, qu'il avait quand même de la répartie. François Mitterrand avait improvisé, je pense, hein, cette formule à Jacques Chirac. Vous avez raison, monsieur le Premier ministre. Quand Jacques Chirac lui avait dit « vous n'êtes pas… Je pense que Jacques Chirac avait préparé, vous voyez, cette formule-là. C'est ça. Vous n'êtes pas le président, je ne suis pas le Premier ministre, nous sommes deux candidats égaux. Et je pense que Mitterrand a improvisé sa répartie. Vous avez raison, monsieur le Premier ministre, qui était quand même ce qu'on a retenu. Et pas la petite phrase préparée. Donc vous voyez, les choses peuvent être plus compliquées. Attention donc à tout ce qui est préparé. Voilà, Parfois la spontanéité remporte le tout. Alors messieurs, comme d'habitude, on va réagir à la revue de presse. Allez, Le Figaro d'abord. Le FN piégé par son projet fou de sortie de l'euro. Ça sera, oui, ça on peut le dire, l'une des questions centrales demain. Ça, c'est évident. Vous l'avez dit. Libération, on en parlait, c'est le voyage au bout du Nini. Abstention au vote blanc. Libération est allée à la rencontre des électeurs orphelins de Fillon et de Mélenchon, tentés de ne pas choisir au second tour. Les Échos, Macron-Le Pen, les clés d'un débat frontal. On va finir avec La Croix, programme contre programme pour réagir là-dessus. C'est le plus important, on l'espère, c'est le débat de fond. On avait tout à l'heure l'auteur du livre La France qui gronde et qui nous disait ce qu'attendent les Français qu'il a rencontrés sur le terrain, c'est les réponses concrètes. Ça paraît évident, mais c'est mieux de le rappeler. De le rappeler, oui, mais en même temps, c'est incarné par qui et avec quels moyens de gouverner, et ceci dans un climat qui est quand même un climat où la violence n'est pas loin, on l'a vu. En tout cas, on a quand même une vraie confrontation idéologique. Et c'était pas si évident que ça avant. Et là, je dois dire qu'on a deux candidats qui sont quasiment d'accord sur rien. Ni sur la question sociale, ni sociétale, ni économique, sur rien. Donc, les Français vont pouvoir choisir vraiment la France qu'ils veulent pour demain. Voilà, débat très attendu, à suivre sur les chaînes politiques et parlementaires à partir de 19h. Ce sera Arnaud Ardouin accompagné de Mickaël Samès. Et puis je vous retrouverai dans la foulée de ce débat qui sera diffusé, notamment sur Public Sénat évidemment. Je vous retrouverai avec de nombreux invités pour le décryptage et l'analyse. Merci messieurs. La suite de votre émission, et c'est bien le grand entretien à suivre juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Les militants de la France insoumise n'accordent pas leur soutien à Emmanuel Macron. Seuls 35% d'entre eux voteront pour le candidat d'En Marche, 36% ont décidé de voter blanc, 29% comptent s'abstenir. La consultation a été lancée au lendemain du premier tour. 243 000 insoumis se sont prononcés, soit plus de la moitié des inscrits de la plateforme internet du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. À droite. François Baroin a été désigné chef de file pour la campagne des législatives du mois de juin. Décision du bureau politique des Républicains. Objectif, obtenir la majorité à l'Assemblée nationale pour parvenir à un gouvernement de cohabitation. Dans 6 semaines, les Français vont choisir l'orientation gouvernementale pour les 5 années à venir. Donc nous sommes en ordre de marche et nous serons en situation dès la semaine prochaine de présenter un projet qui sera adapté à la réalité du message adressé par les Français au soir du premier tour des présidentielles. Nous présenterons une équipe très large, rassemblant toutes les sensibilités, puis une méthode de travail, un calendrier d'action. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de tout ça. Chez les Républicains. François Fillon porte plainte contre le canard enchaîné après l'affaire Pénélope. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Un journaliste et un rédacteur en chef seront entendus par la police selon le compte Twitter de l'hebdomadaire satirique. L'ancien candidat faisait aujourd'hui ses adieux à la vie politique. 9 jours après son élimination, les Républicains tentent de se rassembler alors que les divergences subsistent sur la marche à suivre pour le second tour. C'est important qu'à cette heure tout à fait décisive pour la France, notre mouvement soit capable de prendre une décision claire. Je propose que nous soutenions très clairement Emmanuel Macron. Front National. Est-ce que vous considérez que la France est coupable à leur égard, a commis quelque chose de fautif à leur égard? Les rapatriés, les harkis? C'est une évidence. Elle les a abandonnés, elle les a trahis après leur avoir dit que la France resterait là-bas. Mais je veux dire, là encore, il faut faire la part des choses. Nous sommes en 2017. Il faut respecter cette mémoire. Il faut solder, notamment l'affaire des harkis, qui est la plus importante. Ce sont des anciens combattants français, qu'on a mis à l'écart à l'époque parce que précisément ils étaient musulmans. Et c'est pas le Front National qui l'a fait ça.
Manuel Valls. Emmanuel Macron ouvre la voie à Manuel Valls pour être candidat aux législatives à une condition, qu'il quitte le Parti socialiste. À Évry, Manuel Valls sera candidat. Est-ce qu'il y aura face à lui un candidat majorité présidentielle? Mais la question lui sera d'abord posée de savoir s'il est prêt à s'inscrire dans cette majorité présidentielle et à porter les couleurs de celle-ci. Quitter le PS, Manuel Valls y semble prêt. Donc le Parti socialiste doit, et devra bien sûr se dépasser, changer. C'est la fin d'une histoire. Ça veut dire que c'est la fin du PS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui, mais je l'ai dit, et parce que nous ne l'avons pas fait, parce que nous n'avons pas été capables de changer notre nom, de nous dépasser, de changer notre nature. Qu'avons-nous à faire ensemble? Plus rien. Terrorisme. Plusieurs interpellations ont eu lieu ce matin. 5 personnes ont été arrêtées à Villeneuve-d'Ascq, Roanne et Rouen. L'opération antiterroriste a permis la saisie de pistolets 9 mm et d'armes automatiques. Les suspects, âgés de 18 à 22 ans, n'étaient pas connus des services de police. C'est une enquête préliminaire du parquet de Paris, ouverte le 8 mars, qui a permis ces arrestations. Mon invité ce soir est journaliste, spécialiste des affaires judiciaires à l'Obs. Son dernier ouvrage s'intitule La Chambre des Innocents chez Flammarion. Bonsoir et bienvenue Mathieu Delahousse. Bonsoir. Alors votre livre, il s'intéresse aux aspects peu sombres de la justice, autrement dit les injustices. Et ça se passe, vous allez nous raconter cela, et le décor dans ce que vous appelez, c'est votre expression, la Chambre des Innocents. Et dans cette pièce, on parle de citoyens anonymes qui ont été malmenés par la justice avant d'arriver dans cette chambre. Oui, c'est une chambre où on y voit la marge d'erreur de la justice. Au départ, j'étais décidé à faire une enquête assez chiffrée sur la façon dont on répare les injustices en France. Quelle somme donnée pour combien de jours passés en détention de façon injustifiée? Et cette chambre, en fait, elle m'a sauté au visage, elle m'a troublé dans mon exercice parfois, parce qu'on y voit beaucoup d'individus qui, effectivement, ont été dans le circuit judiciaire avec leurs histoires, avec leur vie, et qui représentent toute la société française, avec tous ces malaises, tous ceux que vous avez évoqués depuis 1h30 ici, et tous ceux que la justice voit en son corps, la détention provisoire, la présomption d'innocence. Et tout ça est une sorte de mixeur géant qui est extrêmement déstabilisant, parce que chacun d'entre eux nous ressemble, et c'est souvent un slogan. La prison, ça n'arrive pas qu'aux autres. La prison, ça peut arriver à tout le monde. La justice, tout le monde est dedans. Mais en voyant ces gens qui n'intéressent personne, parce qu'on est là effectivement dans une chambre, dans une salle d'audience, on est au bout du bout. Comment elle est cette pièce? C'est peut-être une question superficielle de forme. Comment elle est? C'est une petite salle ou c'est une grande salle, comme une salle d'audience? J'allais dire, ça ressemble presque à ce studio. C'est une salle confortable, lumineuse, on s'y sent bien, on a envie de rester un petit peu en silence, et elle contraste terriblement avec la réalité de la justice. Des salles d'audience aussi belles que votre studio, en France, il y en a dans les nouveaux palais de justice, mais la réalité des palais de justice, c'est une certaine dureté matérielle, on connaît les problèmes de budget, et les gens qui sont en détention provisoire connaissent aujourd'hui des maisons d'arrêt en surpopulation chronique, et dorment par terre, dorment à plusieurs, et c'est quelque chose qui est inimaginable. Et on se retrouve dans cette salle très propre, très clinique, où finalement, comme sur une table d'opération, on pose tout ce qui s'est déroulé sur ces gens qui ont fait de la prison sans raison parce qu'il y a eu un non-lieu, un acquittement ou alors une relaxe, et on se demande ce qui s'est passé. Et on n'est plus dans la vérité. Et c'est moi ça qui m'a vraiment pris aux tripes et que j'essaie de raconter dans le livre en racontant ces histoires, c'est qu'on n'est plus dans la vérité. On n'a plus comme question de savoir si on a face à soi des coupables un peu gris qui ont réussi à échapper à la justice, à être de parfaits innocents. Alors il y en a, des parfaits innocents, des gens qui sont victimes d'homonymie par exemple. On va prendre des exemples. Voilà, mais le fait est qu'on est dans autre chose. Le jeu judiciaire est passé. L'innocence a été décernée, la culpabilité a été impossible, parfois pour des raisons de prescription, etc. Et il faut dédommager le pire du pire, avoir été mis en prison par une autorité légitime. Il y a une question fondamentale, d'ailleurs elle est tout au long de votre livre, c'est que peut exactement réparer l'argent? Est-ce qu'on peut réparer une réputation cabossée, abîmée? Est-ce qu'on peut être réhabilité dans le regard des autres? Est-ce qu'on peut récupérer un conjoint qui nous a quittés parce qu'il a cru vraiment qu'on avait commis cet acte-là? Est-ce que ça se monnaie? Ma conclusion, c'est que c'est irréparable et j'essaie
dans cette quête au fur et à mesure des chapitres, d'essayer d'expliquer avec les magistrats quelle est cette difficulté de juger. Il est irréparable, effectivement, d'avoir perdu tous ces pans de vie. Une vie s'étiole quand on la met en cage. Effectivement, la compagne, le travail, toute la socialisation, rien ne reste. Et effectivement, tout ça ne se répare pas. Mais on va essayer de trouver des points d'ancrage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la justice française est l'une des justices européennes les plus avancées dans ce point. C'est-à-dire que cette salle qui intéressait pas grand monde auparavant, cette salle où on décide effectivement d'indemniser jour par jour la prison qui a été faite de façon injustifiée, elle est dans une quête de perfection qui est impossible, puisqu'effectivement, on est dans une société, mais encore une fois, on est dans le débat de la présidentielle là-dessus, on est dans une société qui n'accepte plus l'erreur. La justice est humaine, la justice est perfectible, et aujourd'hui, chaque personne qui a subi effectivement quelques jours de prison, c'est toujours trop, c'est toujours irréparable. Et un jour de prison, c'est trop pour un une heure, c'est trop, une minute, c'est trop. Et surtout, la réparation financière, elle arrive, alors quelquefois ce sont des sommes assez conséquentes, mais ce n'est pas suffisant. Les gens viennent chercher des mots, les gens viennent chercher un réconfort, les gens viennent chercher de quoi leur remettre le pied à l'étrier. Mathieu Dalloz, vous êtes assis dans cette salle, je ne sais pas quelle récurrence vous êtes allé, et vous les avez regardés défiler et essayer d'expliquer le choc carcéral qu'ils ont subi et donc quelle rémunération on pourrait mettre en cohérence avec ce choc carcéral. Vous les avez vus ainsi passer? On les voit passer et ce qui est très troublant, c'est que chacun d'entre nous est dans cette espèce de défilé. J'y suis allé un lundi par mois pendant 1 an. Je m'y suis installé, j'étais le seul journaliste, le seul membre du public. C'est une salle qui symboliquement est assez difficile à trouver dans le palais de justice, un peu comme si l'institution voulait grappiller encore quelques minutes à des gens qui ont perdu du temps, qui ont donné des morceaux de leur vie à la justice. Et chacun d'entre nous se retrouve... Il y a des histoires terrifiantes. Il y a plusieurs exemples, moi, qui m'ont marqué. Mais il y a les 2 gendarmes, ça m'a beaucoup frappé. Hein, si vous pouvez raconter l'histoire de ces 2 jeunes gendarmes, pères de famille. Il y a deux gendarmes qui se retrouvent dans cette salle parce qu'ils se sont retrouvés eux-mêmes au centre d'une affaire judiciaire. Ils sont 2 frères qui sont tous les 2 devenus gendarmes par idéal. Il y en a un qui est officier, l'autre sous-off. Et ils ont été pris ensemble dans une affaire d'escroquerie sur des voitures. Un juge d'instruction a considéré qu'il fallait les incarcérer et ils sont restés 5 jours en prison. Ça s'est passé quelque part en France. Je n'ai pas voulu donner ni leur nom, ni l'endroit où ça s'est déroulé, puisque ces gens-là ont été innocentés par la suite. Mais ces 2 frères se retrouvent dans un état psychologique d'effondrement total. Ils disent qu'ils vont attenter à leur vie, ils disent qu'ils ne peuvent pas rester là, et ils se retrouvent ensemble dans une cellule pendant 5 jours, et toute leur vie s'en va, mais surtout ce pourquoi ils ont construit leur vie. Et c'est le point commun de tous ces innocents, c'est que le pivot central de leur existence, c'est-à-dire de faire la fête pour certains, de faire de l'argent pour d'autres, puisque notre société des hommes est faite de ça. Leur vie, eux, c'était de porter le bleu de leur uniforme, d'avoir le képi et d'avoir les galons. Et toute leur vie s'en va au moment de cette incarcération, et ils viennent devant la justice réclamer certes un peu d'argent. De mémoire, parce que l'argent finit par ne plus avoir d'importance, de mémoire, ils ont touché 5 ou 7 000 euros pour les 5 jours passés en détention. Mais surtout, ils sont venus chercher des mots pour dire à l'institution militaire, dans un univers où le code de l'honneur est extrêmement important, à quel point ils voulaient être réhabilités. Et cette histoire-là, elle est très symbolique parce que ce sont en fait des gens qui effectivement viennent rechercher une reconnaissance, viennent expliquer à quel point cette injustice légitime, ils n'ont pas pu l'appréhender et pour chacun d'entre eux, et vraiment ça a été troublant, ce sont des mots d'enfants qui viennent à l'esprit quand on les entend. C'est pas juste. Et on voit que ça vous a troublé. Alors vous parlez aussi d'un homme parce qu'il faut prouver le choc carcéral. Peut-être qu'il faut venir avec des certificats médicaux, etc. Et lui, il arrive, c'est un jeune homme, je crois, il arrive un peu les mains dans les poches, en sifflotant. Alors, il a été injustement condamné, je crois, et innocenté, etc. Et il n'a pas défendu ses droits devant l'avocat qui, lui, défend l'État. Et du coup, il sort, il a perdu. Parce qu'il n'a pas pu prouver, alors qu'il a vraiment subi ce choc carcéral, lui aussi. C'est un garçon à l'allure assez simple, et je pense qu'il résume une partie
de l'impuissance de la justice à pouvoir réparer en réalité. On a ce système qui a été mis en place par la loi Guigou qui est extraordinaire. Encore une fois, les autres pays européens ne l'ont pas. Mais ce jeune garçon, il est accusé d'un crime un soir sur le parking d'une discothèque dans le Limousin. Et il a 21 ans et sa vie va basculer puisqu'il va passer lui aussi une dizaine de jours en détention. Il se trouve que c'est un garçon qui était proche de la terre, qui a trouvé que la prison c'était dur, mais qu'il y avait bien d'autres épreuves dans la vie. Et quand il est arrivé devant les magistrats à Paris, il a été assez impressionné. Il leur a dit oui, enfin, vous savez, ça a été dur, mais je m'y suis remis, tout va bien, etc. Il a été sincère. Il a été sincère. L'agent judiciaire du Trésor a sorti des expertises médicales alors que tous les autres disaient ils font des cauchemars épouvantables. Et l'expertise disait il fait des rêves. Le sommeil est normal. Les magistrats ont écouté. Ils ont automatiquement, de façon presque normale, baissé le critère d'argent qu'il a pu recevoir. Aujourd'hui, cette indemnisation, et je pense que c'est l'une des réflexions qui est portée modestement par ce livre qui a été lu par certaines personnes qui s'en occupent, l'indemnisation n'est pas automatique. Il y a 1000 personnes aujourd'hui qui pourraient prétendre à cette indemnisation. Il y a 1000 personnes par an qui font de la prison pour rien. 500 seulement demandent indemnisation, les autres préfèrent se faire oublier. Jean-Marie Delarue, qui est l'ancien contrôleur général des prisons, qui fait la postface du livre, votre livre. M'a raconté, et il écrit l'histoire de ce père accusé injustement d'avoir agressé sa fille. Quand tout le processus judiciaire s'est arrêté, il n'a pas demandé réparation, il a demandé le silence. Ce livre, vraiment, le concept, c'est une vraie plongée. C'est à la fois passionnant, parce qu'on est pris par ces affaires d'anonymes, et c'est vrai qu'on braque rarement les lumières sur eux. Quand on parle d'affaires, ici même, sur ce plateau de télévision, on parle des affaires Cahuzac, Fillon, etc. On ne parle pas, là, de ceux qui sont broyés par cette justice. On a l'impression d'être une petite souris avec vous qui se glisse. Je voudrais vous faire réagir à l'actualité. Toute autre chose, c'est un procès hors norme d'une autre envergure, le procès Francis Holm. Mais je vous fais réagir parce qu'on a l'impression que dans ce procès, puisqu'on parle d'innocents, là, on refait le procès de Patrick Dils, acquitté, entendu comme témoin. Vous qui suivez beaucoup ces affaires, quel ressenti vous voyez quand on pose des questions à quelqu'un qui a été innocenté, acquitté, comme s'il était encore coupable? C'est un jeu terrible ce qui s'est déroulé au procès Holm. C'est qu'effectivement, Dils est un homme aujourd'hui innocenté. Le chemin a été long pour lui. Il a fallu plusieurs procès pour arriver jusqu'à l'innocence. Aujourd'hui, il est innocenté. Et c'est des décisions de justice qu'il faut respecter, non pas parce qu'elles sont sacrées. On n'est pas du côté de la religion, on n'est pas non plus du côté des juristes, on n'est pas du côté de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. On est simplement sur des décisions qui sont prises, en l'occurrence par des jurés qui ont voté l'innocence. Quand cette innocence-là est remise en cause avec une telle violence, on frôle l'absurdité dans le jeu judiciaire. Et ce qui a été frappant pour lui, c'est que on a le sentiment que, comme tous les autres, même si son cas a été médiatisé, même si son innocence est une innocence qui a fait beaucoup de bruit, celle de Patrick Dils, jamais on ne sort d'une culpabilité quand elle a été prononcée. C'est un long chemin, chemin, l'innocence. C'est un long chemin, mais c'est un chemin dont on ne revient pas. Et le traumatisme de la détention, Patrick Dils l'a raconté dans un livre. Il était mineur quand il a été incarcéré. Il a vécu tout ce qu'on peut vivre de pire en détention, notamment celle de grandir. Il est innocent judiciaire, il est innocent définitif, mais reste toujours cette petite tache sur son visage, j'allais dire, et sur le soupçon qu'il pourrait y avoir toujours sur lui. Ce qui est très troublant, c'est que cette tache-là, on la retrouve sur toutes les personnes, tous les anonymes qui se sont retrouvés sur ce circuit-là. Brassens chantait la mauvaise réputation. Elle est, malgré notre société très moderne, malgré nos tweets, malgré notre connaissance encyclopédique de tout, ce petit soupçon reste en permanence avant le travail de justice. Et par rapport à ce procès Dils et par rapport à l'exercice que nous, les yeux qu'on peut y poser nous, ce que je trouve très troublant, c'est
que les magistrats passent des heures, des années parfois à constituer une boule de neige qui se forme et qui est une vérité judiciaire, et que très souvent c'est la première impression qui l'emporte, et c'est cette première impression qui détruit. Voilà pourquoi c'est un long chemin dont on ne revient pas, comme vous avez dit. Voilà pourquoi c'est passionnant justement d'entrer dans cette chambre des innocents pour y voir les injustices de la justice. Merci beaucoup Mathieu Delahaut, c'était un plaisir de vous recevoir. On arrive presque à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Nicolas Dupont-Aignan a mené campagne. C'est un gage d'ouverture qu'il a assumé ? Il a son histoire, il a son parcours, il a son mouvement, mais en même temps, on voit bien qu'il a défendu des idées qui sont tout à fait compatibles, même plus que compatibles. Ça vaut Matignon. Oui, mais je crois que c'est quelqu'un d'expérience, c'est un élu local très expérimenté, c'est un parlementaire qui est très reconnu, il défend des idées qui sont extrêmement proches de celles que nous avons défendues pendant cette campagne. Il y a une vraie cohérence. La cohérence, c'est celle d'une alliance entre tous ceux qui finalement ont la même vision de ce que doit être le redressement de la France. Il y a des tractations quand même au-delà de cette cohérence, il y a des tractations pour les législatives. Qu'est-ce que vous avez Non, il n'y a pas de tractation. Marine Le Pen a très clairement dit qu'elle désignerait Nicolas Dupont-Aignan comme Premier ministre parce qu'il avait les qualités nécessaires, qu'il avait la solidité, la fiabilité dans les convictions, qu'il avait les compétences aussi, c'est évidemment très important. La fin du PS, même constat dressé par Stéphane Le Foll. Il regrette que le parti, durant la campagne, ne se soit pas situé dans une forme de synthèse entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Jean-Christophe Cambadélis s'assure qu'il faudra faire le bilan après les législatives. Non pas attendre un congrès de refondation dans un an ou je ne sais quand. Dès les élections législatives, nous allons renouveler profondément à la fois notre plateforme et surtout les candidats que nous présenterons dans ces élections. Le parti d'Épinay est mort et bien mort. En plein cœur d'Ivry-sur-Seine, un nouveau quartier a vu le jour en 2016. Fini les grands ensembles d'autrefois, la ville a été totalement repensée pour accueillir 1100 logements, une grande place, des commerces de proximité, des équipements publics, des bureaux, sur seulement 25 hectares. Grand Paris Aménagement, c'est l'entreprise qui a conduit ce projet visionnaire. Thierry Lajoie, son PDG, nous explique comment on aménage un quartier. Ici, c'est avant, c'est la première partie du XXe siècle. Ici, c'est la fin du XXe siècle, des années 70 jusqu'aux années 90. Et là-bas, c'est l'avenir, c'est le XXIe siècle. Et cette construction de logements, il ne faut plus la faire en extension urbaine, ni la faire de manière monofonctionnelle, comme on le faisait avant. On refait la ville sur la ville, en la densifiant sur elle-même, à l'écoute des gens. Négocier avec les partenaires européens, c'est donc désormais la priorité du Front National. Bernard Monod est un des artisans de cette partie du programme. Selon lui, depuis ce week-end, il s'agit de préciser le programme. Il n'y a pas d'urgence à sortir de l'euro monnaie unique de manière brutale. Ce qu'il faut, c'est encore une fois qu'il y ait un consensus, qu'il y ait une renégociation et que ça se fasse dans l'intérêt général de tous. Pour cet autre économiste, les atermoiements du Front National sur la sortie de l'euro sont très compréhensibles. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, certes, l'Europe n'est pas vue comme un Eldorado ou comme quelque chose qui nous a fait du bien sur le long terme, mais on y tient encore. Et donc, sortir de la zone euro fait encore plus peur et n'est pas souhaité par les Français. Donc, si vous aspirez à être président de la République aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire, comme préalable à toute politique économique, la sortie de la zone euro. Nous avons sous-estimé le regard international qui était porté sur la France et la formidable interrogation. Je voyais Michel Barnier il y a relativement peu de temps qui me disait que la totalité des dirigeants européens s'interrogeaient pour savoir s'ils n'allaient pas se tromper une troisième fois. Le Brexit, Trump et Madame Le Pen en France. Deuxième élément, l'image qu'a su donner M. Fillon par un certain nombre de propos et de fautes qu'il a commises a complètement décrédibilisé l'image de la France sur le plan international. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Rendez-vous donc demain à partir de 19h sur les chaînes politiques LCPN et Public Sénat pour cette grande soirée politique du débat d'entre-deux tours. Quant à moi, je vous retrouve dans la foulée du débat avec de nombreux invités. Merci encore. Belle fin de soirée. À demain.